Animation. Royal FM, #1 radio station. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le week-end dernier, le monde a observé avec attention et même possiblement avec appréhension la journée de l'écrivain africain et à l'occasion, les débats ont été orientés sur la condition de l'homme et de la femme avec pour arme la plume. Et là, un peu comme les années d'avant et celles avant les plus récentes, on aura fait le constat selon lequel l'écrivain africain est par ricochet, l'auteur camerounais est logé à mauvaise enseigne, en mauvaise posture, en posture défavorable, un peu lésé et laissé pour compte. En un mot comme en mille, la plume des plumes plus qu'elle n'emplume. Au-delà des questions liées aux gloires, mais surtout aux avoirs, l'une des préoccupations devrait être l'identité de l'écrivain africain. Qui est-il? De quoi parle-t-il? Sur quoi écrit-il? Quels sont ses combats aujourd'hui sur le plan des thématiques et des questions évoquées? Est-on écrivain africain du simple fait de son appartenance au continent? Ou alors peut-on inclure des écrivains qui ne sont pas nécessairement des Africains, mais qui s'intéressent aux problématiques continentales africaines? Dans écrivain africain, peut-on compter ces Africains qui font une peinture des réalités occidentales, bien loin de celle du continent africain? On voit d'ici la complexité de la question et du sujet. Loin de nous la prétention de donner des réponses à ce questionnement. C'est davantage une ouverture, une incitation à la réflexion. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'auteur de ce soir est une Camerounaise qui a fleuré un réel problème, celui de la gestion des finances personnelles. Pourtant, payée à la fin de chaque mois, de nombreux fonctionnaires ont grise mine au bout d'une quinzaine de jours après le salaire. La raison, c'est que les avoirs ont été gérés sans stratégie préalable. Eh bien, la stratégie qu'elle vient nous dessiner à travers son livre ce soir. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM.
Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. L'auteur de cette édition a pour nom Priscille Fonjo Kale épouse Atangana Mbida et le titre de son texte, qui est en réalité un essai, est Memento sur la gestion des finances personnelles des salariés. Que dire de l'auteur? D'abord peut-être des éléments qui vont aider à comprendre le fondement du livre qu'elle nous présente. Priscille Fonjo Kale EPS Atangana Mbida entame en 2008 sa carrière professionnelle au Fonds spécial d'équipement et d'investissement intercommunal, en abrégé FECOM, au sein de la cellule du contrôle de gestion en charge de l'élaboration et du suivi du budget de l'organisme. En 2017, elle est lauréate du concours d'écriture, organisé à l'attention du personnel du FECOM. L'auteur est né le 1er mai 1985 dans la ville de Douala, où elle effectue ses études primaires et secondaires, notamment à l'école publique Petit Dios et au collège Liberman. Elle effectuera ensuite des études supérieures en sciences de gestion à l'université de Ngaoundéré et à l'université catholique d'Afrique centrale. Elle est titulaire d'un Master of Science Finance de la prestigieuse école de commerce de l'EM à Lyon. Elle est amatrice de lecture et d'écriture. Memento sur la gestion des finances personnelles des salariés est son premier ouvrage, étalé sur 14 chapitres, pour 126 pages qui donnent des pistes de solutions pour sortir du cercle problématique des salaires qui finissent trop tôt du fait d'une gestion chaotique parce que simplement pas planifiée, pas soumis à une rigueur. L'auteur est avec nous et il nous donnera de comprendre mieux son texte. Priscille Fonjo Kale EPS Atangana Mbida, bienvenue sur le point littéraire. Merci Monsieur Foucault Jean-Jacques. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Oui, rapprochez-vous un peu plus davantage sur de votre micro. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin, du moins ce soir, sur notre plateau pour nous parler de votre livre Memento sur la gestion des finances personnelles des salariés. Déjà, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on arrive à Royal FM? Je vais dire que c'était un accueil chaleureux. J'ai vraiment apprécié et on s'y sent bien. Oui. Alors, et comment est-ce qu'on se sent lorsque son premier livre est rendu public? On sait qu'il a été présenté à la presse il y a quand même quelques jours. C'est un moment de grande émotion, c'est l'aboutissement d'un long parcours. L'idée du livre m'est venue déjà il y a bientôt 6 ou 7 ans. Oui. Et aujourd'hui, voir qu'il est enfin là, c'est un moment de réelle émotion pour moi. Lorsque vous avez rencontré le public, du moins les premiers lecteurs, votre impression par rapport à leur accueil? Disons que le public que j'ai rencontré jusqu'ici, c'est celui de l'entreprise qui m'emploie. Et je dois dire que c'était plutôt un bel accueil. J'ai été très agréablement surprise d'ailleurs. Et je leur redis encore ici à tout le personnel du FECOM et au directeur général du FECOM, merci pour cet accueil chaleureux-là de cet ouvrage et aussi de la thématique qui a plutôt été... on reconnaît unanimement que c'est une problématique d'intérêt pour le personnel salarié. Oui. Memento sur la gestion des finances personnelles des salariés. Vous avez dit que l'œuvre prend corps dans votre esprit depuis plusieurs années aujourd'hui et vous avez décidé finalement de le proposer au grand public. Alors, le livre en lui-même est tiré d'une expérience personnelle ou bien de ce que vous avez constaté autour de vous? Je vais dire que je pars d'une observation. Déjà, plus jeune, j'ai vu des personnes de mon entourage prendre leur retraite
J'ai vu des personnes de mon entourage prendre leur retraite et il faut dire que ce n'était pas toujours un moment qui était accueilli avec grande joie. C'était beaucoup de questions, beaucoup de stress aussi pour ces personnes-là. Et quand j'entre en entreprise, il y a bientôt 13 ans, je me demande, est-ce qu'il n'est pas possible d'accueillir ce moment-là, peut-être pas joyeusement, mais plus sereinement. Et donc, c'est une thématique qui vraiment est présente dans mon esprit de manière permanente parce que je me dis, il faudrait bien que si j'ai commencé à travailler aussi jeune, que je puisse aussi avoir un départ à la retraite qui est plus joyeux, plus préparé. Donc, je m'y mets dès les premières heures de ma carrière professionnelle. Je me pose des questions, je demande autour de moi, je cherche vraiment à me rapprocher des personnes qui s'en sortent financièrement avec leur salaire et les revenus qu'elles tirent de leur activité, comment elles font, comment elles s'organisent. Et voilà, c'est clairement ça qui m'a permis de rédiger l'ouvrage. Dès la première de couverture, on constate qu'il y a comme des couleurs et surtout de la lumière à l'entame, le choix de l'horloge, d'un peu de pièces d'argent. Est-ce qu'il y a un symbole autour déjà de la première de couverture? Clairement, la première de couverture est toute symbolique. Déjà, l'horloge, pour dire que c'est une question de temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas toute la vie devant soi. Les pièces d'argent avec des plantes qui poussent autour, c'est clairement l'idée d'intelligence financière. Et le schéma de la maison, c'est clairement pour dire qu'il faut des réalisations et tout ça concourt à un environnement, c'est-à-dire au soleil qui se lève là, à une vie plus sereine, plus tranquille, plus calme aussi, on va dire, parce que si financièrement on est calme, il y a beaucoup de choses qu'on accueille moins, avec moins de stress. Oui. De toutes les façons, vous avez un parcours assez intéressant. Vous avez grandi à Douala. Vous êtes allé en Occident pour avoir votre master. Vous avez également fait l'université catholique d'Afrique centrale. Du moins, vous êtes passé par, j'imagine que vous êtes passé par l'université de Ngaoundéré. Oui, mais je n'ai pas fait mon Master of Science sur place à Lyon. C'est un master délocalisé, c'est-à-dire que l'école de management de Lyon, en partenariat avec l'université catholique d'Afrique centrale, a un master pour un executive master, c'est-à-dire pour les personnels en entreprise qui souhaitent se former selon les critères de l'école de management de Lyon, qui est l'une des meilleures écoles de commerce en France. Donc, c'est un master délocalisé. Je l'ai fait ici. Oui. Vous êtes également lauréate d'un prix littéraire organisé par le FECOM. Est-ce que c'est à partir de ce moment que vous vous dites, oui, je pense que j'ai la plume pour pouvoir partager mes écrits avec le grand public? Ou bien c'est un peu avant? Je dois dire que mon projet de livre est déjà dans ma machine quand je me présente au concours littéraire. Mais il faut aussi dire que le concours littéraire a quand même été un catalyseur, dans le sens où vous participez à un concours, vous êtes lauréate et vous vous dites, mais pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Comme le directeur général du FECOM disait aussi aujourd'hui, pourquoi continuer à compétir dans cette catégorie-là? Il faudrait peut-être passer à une autre catégorie. Embrasser un nouveau public. Exactement. Un public plus large. Exactement. Et donc, j'accélère dans l'écriture du livre et voilà. S'il faut dire en quelques mots, de quoi parle le livre globalement? Le livre globalement parle d'intelligence financière, c'est-à-dire que comment un salarié s'organise pour gérer ses finances. Si je dois le dire simplement en quelques mots, c'est ça. Lorsqu'on parle d'intelligence financière, on a un peu peur. Le public qui est visé, c'est qui? C'est clairement le salarié, c'est-à-dire celui qui, à la fin du mois, attend une paye, un revenu. Un salaire à la fin du mois. Alors, on est en face d'une situation que vous présentez. C'est d'ailleurs le point de départ de votre livre, la foire d'empoignement. Vous pensez que tout le monde, du moins une grande part des salariés sont dans ce secteur-là, dans ce cercle-là. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir et de quoi il est question exactement pour l'auditeur qui nous écoute à la maison? Alors, la foire d'empoigne,
c'est clairement ce cercle dans lequel on rentre à un moment donné sans même parfois s'en rendre compte, c'est-à-dire on commence sa carrière professionnelle, on a un niveau de revenu et on adopte un certain rythme de vie et quelques années plus tard on est surpris que finalement le salaire a l'air plus petit, oui. on se surendette et le cercle vicieux, on tourne là-dedans et pour répondre clairement à la question comment on en sort clairement déjà en évitant certaines dettes. Il y a des dettes, comme je dis, le crédit en soi n'est pas mauvais, on évite certaines dettes, on évite certaines dépenses aussi et on essaye de se discipliner quand même. Il faut d'abord peut-être prendre conscience de ce qu'on est de plein fouet, de plein pied dans cette foire d'empoigne. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'ici, on est à l'intérieur de ce cercle-là? Déjà, la première chose qu'il faut se dire et qu'il faut savoir, c'est que lorsque nos revenus augmentent, nos dépenses, elles augmentent de manière plus que proportionnelle. C'est une théorie développée par certains économistes à laquelle je m'aligne complètement. Et une fois qu'on sait que quand votre salaire, votre revenu augmente, vos dépenses vont augmenter de manière plus que proportionnelle, ce que vous devez faire, c'est que lorsque clairement vos revenus augmentent, éviter que les dépenses, elles aussi augmentent. On est donc en face d'un salarié qui a pourtant une paye à la fin du mois et qui n'arrive pas à s'en sortir, qui après la quinzaine fouille ses poches, commence à prendre du crédit chez le boutiquier du coin. Alors, comment est-ce qu'il fait désormais pour être d'abord tout à fait confortable avec le salaire qu'il a? Parce que vous nous faites savoir dans le livre qu'il ne s'agit pas d'avoir un gros salaire, mais de comment le gérer. Oui, tout à fait, parce que vous remarquerez bien que ce n'est pas tant les personnes qui ont un salaire modeste qui ont des difficultés. Je dirais même qu'elles réalisent mieux, mais les personnes qui ont des salaires beaucoup plus importants, ce sont elles-mêmes qui, des revenus, on va dire, plus importants, parce qu'il faut faire la distinction entre le salaire et le revenu. Le salaire, c'est clairement ce qui est affiché sur votre bulletin de paye, mais le revenu, c'est vraiment toute l'enveloppe financière qui vous est servie, les primes, les gratifications, tout ça. C'est ce qui constitue votre revenu. Donc, pour dire que ce n'est pas tant le montant qui pose problème, mais l'organisation autour. Est-ce que ce salarié qui, à un moment, se retrouve le 15 du mois assez juste, est-ce qu'il prend le temps de s'asseoir, de se dire, voilà, je gagne tant, je devrais dépenser tant? C'est d'abord ça. La base. Il faut donc une planification? Clairement, il faut planifier, il faut budgétiser surtout. Lorsqu'on a un salaire, je vais pas prendre un chiffre. Lorsqu'on a un salaire, comment est-ce qu'on fait la budgétisation, du moins en ce qui concerne les dépenses au quotidien, les charges aussi bien fixes que quelquefois aléatoires? Alors, le budget, comme on nous le disait au primaire, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes. Donc, vous connaissez vos recettes, ce sont tous vos revenus, mais quelles sont vos dépenses? Prenez la peine de vous asseoir et de vous dire voilà ce que je vais dépenser. Et vous serez surpris en faisant cet exercice de budgétisation-là qu'il y a des dépenses dont vous pouvez tout simplement vous passer. Il y a des dépenses même que vous faites sans vous... C'est-à-dire c'est après avoir fait cette dépense-là, que vous réalisez que mais tiens, je viens de jeter telle somme-là. Donc, la budgétisation seule, ça ne va pas. Il faut associer à cette budgétisation-là une certaine discipline et il y a des techniques pour se discipliner financièrement. Et il faut avoir une comptabilité pour avoir la visibilité sur les déplacements d'argent ici et là. Il y a même dans votre livre des astuces ou bien un tableau qui permet aux salariés de pouvoir avoir une visibilité sur ce qu'il effectue comme déplacement d'argent au cours du mois. C'est très important. C'est très important parce que le salaire est limité en fait. Il n'est pas infini. Donc, on ne peut pas faire des dépenses illimitées sur quelque chose qui est limité. Donc, si le salaire est limité, les dépenses, elles aussi, devraient l'être. Oui. Il faut une comptabilité. Clairement. Mais il faut investir. Il ne faut pas que son argent ne serve à rien. C'est clair que
comme on dit, l'argent qui dort ne sert à rien. Il faudrait penser à investir et nos villes regorgent d'opportunités. Nos villes même et nos villages, il y a plein d'opportunités. Il suffit peut-être juste de switcher, d'orienter son esprit de telle sorte qu'on puisse voir les opportunités où personne d'autre ne les voit. Oui. Donc, l'investissement, il faut, à travers les opportunités qu'on peut détecter, ce qui manque, ce qu'on peut apporter. Il faut davantage investir sur les actifs. Vous nous faites savoir qu'il s'agit des moyens qui vont permettre de fructifier votre investissement. Au-delà d'avoir un salaire, un revenu, il ne faut pas se contenter d'avoir de beaux bijoux, un véhicule. Il faut davantage trouver des moyens de multiplier le peu que vous avez. Oui, parce que le salarié, contrairement à l'entrepreneur, a un moment auquel il va être appelé à, comme on dit, faire valoir ses droits à la retraite. Oui. Faire valoir ses droits à la retraite. Donc, il faut que pendant sa carrière, il puisse s'organiser pour que, au départ de sa retraite, qu'il sache quels sont les revenus sur lesquels il devra s'appuyer pour continuer. Parce que quand vous partez à la retraite, c'est quoi, le tiers ou les 2 tiers de votre revenu qui sont retirés? C'est-à-dire, vous devrez vivre avec nettement moins de revenus, mais vous aurez plus de problèmes. Des problèmes de santé, les enfants seront beaucoup plus grands, les responsabilités même. Donc, il faut garder en ligne de mire ce moment-là. Oui. Ce livre, vous le présentez davantage comme étant un guide pratique. Un guide pratique parce qu'il donne, par exemple, des éléments assez précis sur la manière de repartir le salaire ou bien le revenu à la fin du mois, c'est-à-dire en plus de votre salaire, vous pouvez également avoir des avoirs à gauche et à droite. Il y a une façon de repartir selon les différentes charges. Vous parlez par exemple de 35% en ce qui concerne la location. Est-ce à dire qu'il faut automatiquement respecter ce canevas-là? Non, c'est pas un canevas fixe, mais c'est au moins des plafonds que vous ne devrez pas dépasser si vous voulez garder un certain équilibre. Si vous avez un certain niveau de salaire et que votre location est 50% de votre votre loyer, c'est 50% de votre salaire. C'est un problème. Vous imaginez bien que, oui, il y aura des charges que vous aurez du mal à supporter. Et ça va s'enchaîner. C'est-à-dire que le gros montant que le loyer prend, c'est peut-être l'alimentation qui va être réduite et peut-être le transport. Vous ne pourrez plus, à la fin du mois, trouver de quoi payer le transport pour aller au bureau, etc. Il y a d'autres astuces qui sont nettement intéressantes. Soit pratiquer une répartition en mettant dans des enveloppes avec des titres, ou alors opter pour des comptes bancaires. Ça peut être des comptes, déjà vous laissez le compte d'épargne qui doit avoir effectivement sa place. Vous avez un compte courant où on déverse votre salaire régulièrement. Alors, la nécessité de repartir les sommes d'argent dans les enveloppes, c'est une stratégie qui peut fonctionner. On n'est pas tenté à tout moment d'aller fouiller dans une enveloppe et dans une autre pour retirer quelquefois un billet en se disant qu'on va remplacer un peu plus tard. Vous savez, au début, je vous ai parlé de discipline. C'est-à-dire, ne voyez pas ces exercices, ces astuces-là comme des schémas figés. Oui. Dites-vous bien que c'est à adapter chacun selon son niveau de discipline. Les moins disciplinés, vraiment, je leur recommande d'avoir des enveloppes. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, quand vous rentrerez dans une enveloppe et vous rendrez compte peut-être en écrivant dessus que voilà, j'avais prévu peut-être 1000 francs pour le restaurant ce mois-ci. Vraiment, je prends des exemples. 1000 francs, c'est vraiment de manière schématique. Et que finalement, vous vous rendez compte que vous êtes allé prendre 5000 francs de plus dans l'enveloppe de quoi? Des imprévus pour venir compléter la restauration. Ça vous fera clairement voir que vous-même, vous avez encore des mécanismes à rôder pour que sur le plan financier, vous puissiez vraiment vous discipliner à fond. On comprend par là que lorsqu'on a un revenu, il faut toujours s'asseoir à tête reposée, faire en quelque sorte une comptabilité sur comment est-ce qu'on va déplacer son argent,
faire une budgétisation du mois. Vous avez dit 30 jours, c'est important. Pourquoi il faut le faire sur le mois? Les avantages à le faire sur des mois, sur un seul mois, sont lesquels? Ce n'est peut-être pas un exercice que vous ferez tous les mois. Parce que votre salaire ne change pas forcément tous les mois. Mais dans les premiers temps, le début, lorsque vous commencerez à adopter cette démarche-là, peut-être vous le ferez tous les 6 premiers mois, mais après, quand la machine aura vraiment pris, vous n'aurez même plus besoin de vous asseoir systématiquement pour noter, voilà. Vous aurez déjà pris les automatismes. Donc, c'est un exercice qui est intéressant, un peu rébarbatif au début, mais avec le temps, et lorsqu'il produira même des résultats, parce que quand vous verrez vous-même tout ce que vous gagnez à faire cet exercice-là de manière permanente, ça va devenir même comme un automatisme. Vous le ferez sans vous en rendre compte. Vous avez également parlé de diversifier le revenu, du moins les avoirs. Il y a quelques témoignages qui sont proposés dans votre ouvrage. Les auditeurs d'aujourd'hui qui sont des futurs lecteurs de demain pourront découvrir des histoires de fonctionnaires qui ont décidé de se lancer, qui dans l'agriculture, qui dans l'élevage. Il faut absolument se lancer dans des activités parallèles. Un seul revenu, du moins une seule source de revenus, ça suffit plus. Clairement non. Vous voyez, aujourd'hui avec la crise sanitaire du Covid-19, certains ont perdu leur emploi. Donc imaginez que votre source de revenus principale, vous n'avez que celle-là et que vous la perdez. C'est-à-dire vous n'avez pas peut-être un matelas financier sur lequel vous pouvez tenir pendant 6 mois. En plus de ça, vous n'avez aucune autre source de revenus. Vous voyez que c'est très difficile à gérer. Mentalement, même ça, vous êtes totalement effondré parce que vous vous demandez comment vous ferez face à demain. Avant de mettre un terme à la première partie, pour aller prendre le classique littéraire, il y a un aspect qu'on veut soulever bien avant, parce que plus tard, on parlera de la question d'épargne. Beaucoup de personnes ont du mal à épargner. On parlera également de la nécessité de préparer son après, c'est-à-dire après sa carrière professionnelle, comment l'envisager. Alors, cet aspect que je relève tout de suite, c'est la nécessité de vendre, de savoir vendre son savoir. Lorsqu'on a une expérience professionnelle, peut-être de plusieurs années, il est nécessaire de partager avec les plus jeunes et pourquoi pas faire acheter son savoir, faire monnayer son savoir. Alors comment ça se passe? On est secrétaire de direction quelque part. Comment est-ce que ça se passe pour qu'on puisse vendre son expérience de 10, 20 ans et peut-être plus et même peut-être moins? Okay. Est-ce que vous imaginez que quand vous avez 10 ans d'expérience en tant qu'assistant de direction, il y a quelqu'un quelque part qui rentre dans cette carrière-là et qui ne sait pas tout ce que vous savez? Parce que ce que vous savez en 10 ans, mais vous n'imaginez pas. Et aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez être au Cameroun, mais donner des formations d'assistant de direction à quelqu'un qui est, on va dire quoi? Peut-être à Douala. Au Togo, en Côte d'Ivoire. Donc, je dis, ne nous limitons pas. Il y a de plus en plus d'opportunités et grâce à Internet, je ne sais pas si quelqu'un peut encore raisonnablement se dire vraiment, je ne peux pas faire certaines choses. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de barrières. C'est-à-dire, les barrières physiques, Internet les a presque levées. Donc, vous avez une expérience. C'est juste la manière dont vous allez présenter cette expérience-là. Et je vous assure que dehors, là, il y a des personnes qui sont preneuses, qui ne veulent que ça. C'est-à-dire que vous leur donniez en 5 jours l'expérience que vous avez acquise en 10 ans. Parce que 10 ans d'expérience professionnelle, c'est 10 ans d'expérience professionnelle. On ne les a pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des astuces. Vous allez peut-être lui apprendre de manière pratique, parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est de la théorie. Vous allez apprendre à l'assistante. Vous êtes l'assistante d'un haut cadre, d'un haut responsable. Quels sont les savoirs? Comment il faut être à ce poste-là? Comment est-ce que vous rangez? Il y a des astuces qu'on ne vous apprendra jamais sur les bancs et des gens sont prêts à vous acheter ça. Oui. Mais il faut savoir se vendre, à proposer ça aux plus jeunes. On voit généralement dans des salons de l'emploi, ils sont étudiants, ils se mobilisent, ils viennent chercher le savoir, avoir à partager l'expérience avec ceux qui sont déjà employés ici et là. Alors, on va continuer la discussion. Priscille, 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 Priscille
le nom n'est-il pas un peu long? Pourquoi peut-être pour un nom d'auteur, vous n'aurez pas choisi, on voulait faire plaisir à monsieur, ou pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre absolument l'entièreté de vos noms? Je vous assure même que là, c'est pas mon nom en entier. Ah d'accord. Ah non, du tout. Je suis Fondjoka le Priscille Carole, donc il y a même tout un prénom qui n'est pas là. Mais j'avoue que j'ai pas particulièrement réfléchi à quel nom mettre, quel nom ne pas mettre. J'ai mis mon nom tel qu'il est. Je voulais pas particulièrement faire plaisir à mon père ou à mon époux. Non. Mesdames et messieurs, un break et la suite. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. L'os de Morlam, roman de Sembène Ousmane, écrivain sénégalais, est sur notre table ce soir. Il s'agit d'un vieil os centenaire qui date de 30 ans. En tant que conte, il figure dans le numéro 1 de la revue Présence africaine et a été traduit même en polonais. Annie-Lisette Tambassa, bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Les habitudes de la vie imposées par la tradition se révèle mal adapté aux besoins de Morlam. Disons que Morlam s'adapte mal à ses obligations. Son désir de se retrouver seul dans sa demeure pour savourer son os explique toute l'importance de l'événement et dénote un égoïsme bien humain. Mais son choix, sa décision, plutôt faire le mort que partager l'os, est terrifiant. Prisonnier de lui-même, sans générosité, il meurt. C'est dans l'ordre. Il faut jouer le jeu de la tradition, celui de la société dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes pas libres. Et Awa, l'épouse modèle, elle n'existe que dans l'obéissance à laquelle elle se soumet tout naturellement. Attachée à Morlam par les liens implicitement contenus dans le simple fait d'épouse, elle accepte d'entrer dans le jeu, ou plutôt dans l'anti-jeu de son mari, au risque de le perdre. Est-ce par respect de la liberté de Morlam? Est-ce de l'indifférence? Allez savoir. Mais Moussambaï est-il un véritable frère? Lui qui, jouant le jeu, pousse son plus qu'ami dans la tombe. D'après ses pièces d'état civil, Ousmane Sembène est né le 8 janvier 1923, mais dans un entretien paru dans Le Soleil en 1993, l'intéressé affirme que sa date de naissance réelle est le 1er janvier car son père s'est accordé un temps de réflexion avant de le déclarer. Son lieu de naissance est Ziguinchor, une ville de la Casamance. Ses parents sont des Lébou ayant quitté la presqu'île du Cap-Vert pour la Casamance. À partir de 8 ans, il entre à l'école Escale, l'actuel collège d'enseignement général Malik Fall, mais il n'y reste guère, soit à cause de son indiscipline, soit en raison d'une exclusion de l'établissement. Il est alors envoyé chez son oncle maternel, Abdourahmane Diop, qui ouvrait la première école en langue française à Marsassoum en 1922. Il y fréquente également l'école coranique. Vers 1936, il est envoyé préparer le certificat d'études à Dakar, mais se trouve renvoyé après une altercation avec le directeur de l'école, Pierre Peraldi, qui voulait leur enseigner le corse. Ousmane Sembène est un écrivain, réalisateur, acteur et scénariste sénégalais, personnalité majeure de l'Afrique contemporaine, connu pour ses partis pris militant sur les questions politiques et sociales.
Merci à Annie-Lisette Ambassa pour le classique littéraire. L'os de Morlam, un roman de Semben Ousmane. Ça rappelle certainement à plus d'un une période d'une littérature véritablement intéressante. Tout à l'heure, du moins en début d'émission, on parlait de l'écrivain africain, son identité, la question de l'identité de l'écrivain africain. On imagine bien que Priscille Fonjo Kale Eps Atangana Mbida a eu des références en ce qui concerne l'écriture. Est-ce que vous êtes... oui, alors j'espère que ça va aller, ça. Ok, d'accord. Vous avez eu des références en ce qui concerne les écrivains? Oui, beaucoup. Quand j'étais enfant, on avait les classiques africains, Mamadou Ebineta, il y avait les contes d'Amadou Koumba. Et en grandissant, on a été bien obligé de lire beaucoup d'auteurs locaux. Je me rappelle, on avait enlevé ces ouvrages là du programme, mais moi j'ai insisté, j'ai voulu les lire. Il y avait les Biman, il y avait Une saison blanche et sèche, il y avait beaucoup d'auteurs, Une ville cruelle. J'aimais bien parce que ça, je sais pas, c'était très imagé, très local. J'aimais vraiment ce style littéraire là. Est-ce qu'il y a un auteur en particulier que vous essayez de copier, du moins en ce qui concerne votre écriture? J'avoue que je ne fais pas beaucoup de stylistique, c'est-à-dire que j'écris vraiment pour résoudre un problème, pour répondre à une problématique. Je vais pas vous dire que je fais dans tel style. Peut-être les spécialistes de la langue française vont dire vous faites dans ci, dans ça, mais moi je ne fais pas avant, je me dis voilà, je m'inscris dans tel style. Non, clairement pas. Alors votre livre aujourd'hui, Memento, sur la gestion des finances personnelles des salariés, le livre a été préfacé par Philippe Camille Akoa. Alors c'est le directeur du FECOM. Ça fait quand même honneur lorsque son patron accepte de signer tout de même la préface de son livre. Alors, le directeur général du FECOM ne l'a pas seulement signé, il l'a rédigé. Oui. C'est-à-dire que quand je finis la première mouture du livre, je la lui soumets parce que, comme vous savez, j'ai été lauréate d'une édition de concours et je la lui soumets en sollicitant qu'il la préface. Et grande a été ma surprise de savoir que non seulement il a pris le temps de rédiger cette préface-là et il a accepté d'être le préfacier de l'ouvrage. Donc c'est un grand honneur pour moi. Et est-ce que je pourrais assez lui dire merci pour ça? Non, mais à chaque fois que j'en ai l'occasion, je lui redis toute ma reconnaissance. Alors l'initiative aujourd'hui vous a mené à essayer de donner une solution à ceux qui sont en difficulté, ces salariés qui ont du mal à joindre les deux bouts, et pourtant ils ont au quotidien ou chaque mois un revenu. Tout le monde pense, en entrant dans la fonction publique, terminer les problèmes. Et pourtant, c'est une autre école qui démarre. Comment gérer son salaire? Vous parlez de planification. Cette fois-là, ce n'est plus en un mois. Mais il faut se projeter dans 5, 10, 15 ans. Alors, la planification, comment est-ce qu'on peut l'effectuer? Peu importe son revenu mensuel. La planification, c'est clairement l'exercice où vous-même vous vous projetez, vous vous demandez, oui, je suis aujourd'hui à telle étape, comment est-ce que je parviens à l'étape suivante et quelle est l'étape suivante? C'est vous qui définissez l'étape suivante. Donc, je crois que c'est Sénèque qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, si vous ne savez pas où vous allez, comment vous saurez même si vous êtes arrivé à destination ou pas? Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et de se dire je veux arriver à tel endroit et vous donnez les moyens pour y arriver. C'est pour ça que je parlais de la discipline. Oui. Des objectifs SMART. Il ne faut pas avoir tout de suite un gros cœur. Il faut vous fixer des objectifs que vous êtes sûr de pouvoir atteindre. Lesquels, par exemple, si on a un salaire plus ou moins acceptable? Alors, est-ce qu'il y a un niveau d'objectif en fonction du salaire? Non, c'est chacun qui sait. Et c'est chacun qui se projette. C'est chacun qui se donne même les moyens. Et puis, le salaire que vous avez aujourd'hui,
rien ne dit que vous aurez le même dans 10 ans, dans 5 ans. Vous pouvez être employé dans une entreprise aujourd'hui en vous disant justement, en vous projetant, en vous disant, je veux juste être dans cette entreprise pendant 5 ans, le temps de glaner une certaine expérience professionnelle, et vous vous dites, dans 5 ans, il faut que j'aille à Douala, peut-être parce que le métier dans lequel j'évolue est plus développé dans la ville de Douala ou même dans une autre ville. Je vais donc aller là-bas, et fort de l'expérience de 5 ou 10 ans que j'aurai engrangé, je peux mieux me vendre sur le marché du travail. Donc, c'est un peu aussi ça l'exercice de planification dont je parle. Ne pas se dire, ne pas s'enfermer, ne pas se dire, si j'ai été recruté dans une entreprise, je vais finir là, quel que soit le niveau de revenu. Non, si vous trouvez que vous pourrez avoir mieux ailleurs et que peut-être, dans un premier temps, il est nécessaire d'avoir une expérience professionnelle, procéder comme ça. Et il faut toujours se projeter et ne pas avoir de limites sur les possibilités à partir de son potentiel. C'est clair. Croyez en vous. Dites-vous que si vous pouvez, vous y arriverez. Et je dis toujours que la stratégie, c'est la clé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 personnes en compétition, mais celle qui va gagner, c'est clairement celle qui aura la meilleure stratégie. Celle qui va observer et se dire, il y a un chemin là. Et va trouver justement le moyen de suivre ce chemin-là. Ce n'est pas toujours droit, ce n'est pas toujours aisé, ce n'est pas toujours gai. On a souvent l'impression, en voyant certaines personnes de l'autre côté, de se dire, ah, mais c'est plus facile pour elles. Mais si on vous dit les challenges par lesquels ces personnes passent là, ce n'est pas toujours évident. Donc, ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas. On a en nous beaucoup de ressources, beaucoup de choses que nous pouvons faire. Vous parlez de challenge. L'un des challenges immenses, c'est de pouvoir faire de l'épargne. Vous avez un salaire qui vous suffit à peine avec des charges. Il y a également la famille, les cousins qui réclament un peu d'aide. Comment est-ce qu'on réussit dans cet environnement assez difficile à pouvoir mettre de côté un peu de sous? Alors, je vais dire, pour répondre à cette question, je vais dire que c'est à vous de savoir le mal qui vous fait, je vais me reprendre, le plus de mal. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Donner de l'argent à votre frère et dormir affamé, ou alors dormir le ventre plein et ne pas donner l'argent à votre frère. Une fois que vous avez répondu à cette question-là, vous saurez comment faire. Comment avoir une possibilité de garder un peu d'argent. Oui, parce que si vous avez, si pour vous, chacun a son échelle de valeur, d'autres personnes vont dire vraiment, ça ne me sert à rien d'avoir de l'argent gardé alors que mon cousin chaque mois me demande une certaine somme peut-être pour boire pour prendre sa bière. D'autres vont vous dire non, moi je préfère avoir mon épargne. Donc c'est chacun qui sait ce qui est important pour lui, ce qui compte pour lui, et à la fin de la journée, c'est chacun qui sait ce qui est gratifiant pour lui ou pas. Combien garder dans cette difficulté à pouvoir déjà joindre les deux bouts? Combien garder? Oui. Est-ce que sur le salaire, on a un pourcentage à réduire clairement? Faut-il déterminer une somme? Ne faut-il pas le faire? C'est assez contraignant parfois de déterminer une somme bien précise. Vous savez, ce qui est curieux, c'est que quand on demande aux personnes, lorsque vous prenez votre salaire, quelle est la première dépense que vous faites? Elles vous diront peut-être le loyer, les factures d'eau, d'électricité. D'autres vous diront, je ne peux pas prendre mon salaire sans enlever d'abord l'argent de la tontine. Ah d'accord. Vous voyez? Donc, vous voyez la tontine comme une dépense, mais je dis tontine, mais je veux dire épargne. Vous voyez la tontine comme une dépense, l'épargne comme une dépense obligatoire. C'est-à-dire que, dites-vous que c'est une autre forme de facture que vous êtes en train de payer, et que si vous ne la payez pas, vous-même, vous ne pourrez pas faire telle chose ou telle chose demain. Donc, il faut voir l'épargne. Il faut même mettre dans son esprit l'épargne comme une dépense obligatoire. C'est vous qui fixerez le taux. Ça peut être 10% de votre revenu, 15%, 20%, je ne sais pas. Mais il faut toujours avoir quelque chose pour les jours difficiles, pour les moments difficiles. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut jamais vivre sans rien au quotidien, sans quelque chose de placé à côté. S'il y a un incident, ça devient compliqué de gérer la situation sur le coup. Exactement. Alors, l'épargne, vous proposez d'ailleurs dans votre livre des possibilités. La tontine, c'est possible. Garder son argent dans une microfinance ou une banque, c'est également possible. Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs formes d'épargne. Il y a, c'est chacun selon sa sensibilité. D'autres vont vous dire, je préfère prendre
une police d'assurance, je préfère signer un virement permanent, de telle sorte que l'assureur pendant 10 ans garde mon épargne. D'autres vont vous dire non, j'aime savoir que je peux toucher à tout moment à mon épargne, donc je vais plutôt ouvrir un compte d'épargne et chaque mois y verser telle somme. D'autres vont vous dire non, moi je préfère la tontine, j'aime bien comment ça fonctionne. Vraiment, oui. C'est chacun selon sa sensibilité. Mais surtout, lorsqu'on a l'épargne, d'un côté, il y a peut-être cet aspect qui est aussi important dans votre ouvrage, la question du crédit. Faut-il prendre du crédit? Combien faut-il prendre? Est-ce que c'est nécessaire? Beaucoup de gens disent que oui, et vous le relevez d'ailleurs dans le livre, prendre du crédit à la banque, c'est un peu comme se mettre un marteau sur la tête. La banque cherche son intérêt et donc il faut mieux ou il vaut mieux éviter absolument le crédit. Ah non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de mauvais crédit. Oui. C'est le motif pour lequel on s'endette qui est mauvais. Vous savez, quand vous prenez un crédit, je crois la durée minimum, c'est de remboursement minimum, c'est à partir de 3 ans. Donc, imaginez-vous que pendant 3 ans, on vous pensionne quoi? Le tiers de votre salaire. Vous voyez, déjà un salaire qui n'est pas assez costaud, on vous enlève encore le tiers. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et parfois, on vous donne un salaire, un crédit que vous allez rembourser pendant 3 ans et vous le bousillez même en 6 mois. C'est-à-dire que ça ne va même pas faire 1 an. Et pendant 2 ans et demi, vous allez vous battre à essayer de joindre les deux bouts. Or, si vous avez un motif d'endettement et que à côté de la dette, vous vous dites, je vais quand même mettre sur pied un investissement, petit investissement, même un petit poulailler, une petite activité qui va au moins faire en sorte que lorsque le banquier, puisqu'il va se servir en premier une fois que votre salaire sera viré, lorsqu'il aura pris les 40%, parce que certains vont jusqu'à 40%, que vous ayez encore une petite activité qui va quand même vous faire rentrer un peu d'argent, de telle sorte que même si vous êtes endetté, vous avez au moins fait un petit investissement. Donc, le crédit en lui-même n'est pas mauvais, mais c'est le motif pour lequel on s'endette. Et je recommande généralement aux gens d'investir, c'est-à-dire un minimum. C'est-à-dire même si vous décidez de vous endetter parce que vous voulez vous endetter, trouvez le moyen de réaliser un investissement qui va vous rapporter quelque chose avec ce crédit-là. Et c'est-à-dire que prendre de l'argent à la banque pour se payer un véhicule n'est pas forcément une bonne idée? Absolument pas. Parce que le véhicule, c'est des charges en plus. Le véhicule, je ne pense pas, vous ne le prenez pas pour en faire un taxi. Parce que si c'est pour en faire un taxi, c'est autre chose. Voilà. C'est un actif. Mais si c'est un véhicule que vous achetez pour... vous aider dans vos déplacements, aller au boulot. Voilà. Oui. Donc, moi, ce que je donne beaucoup d'autres astuces, c'est-à-dire... Vous pouvez certes vous endetter, mais pas avec la totalité du crédit. Et c'est pour ça que l'épargne est intéressante. Parce que le banquier, même si vous avez besoin à un moment d'un petit surplus pour pour acheter le véhicule, vous-même, vous avez peut-être déjà une épargne que vous vous êtes constituée pour dire, voilà, je ne vais pas m'endetter seulement pour acheter la voiture. Parce que quand les charges même de cette voiture-là vont se présenter, les vidanges, les pannes qui peuvent arriver à tout moment, les amortisseurs et tout ça, vous allez garer le véhicule, vous ne pourrez même plus le déplacer chaque mois. Et même à la fin du mois, le 20 du mois, vous aurez garé, vous serez dit, bon, je continue en taxi. Alors, il y a véritablement cet aspect-là. Demandez toujours, lorsque vous prenez le crédit à votre banquier, à celui qui est en face de vous, combien vous percevrez après avoir retiré aussi bien les intérêts que la traite. Pour que cela ne vous asphyxie pas totalement, que vous puissiez continuer à vivre au cours du mois jusqu'à la fin du mois en question, en quelque sorte. Oui, parce que quand on va chercher le crédit, on ne pose pas toutes ces questions-là. On ne demande pas au banquier combien vous allez prélever, combien il va me rester. Parce que le banquier, quand il fait les calculs, il vous donne des chiffres il sait que ces chiffres-là vont vous donner envie de signer rapidement. Mais est-ce qu'on prend le temps de lire ce tableau d'amortissement-là, de voir combien on va couper, avec combien on va devoir vivre chaque mois? Et je recommande même qu'une fois que le banquier vous a remis le tableau d'amortissement, rentrez à la maison, refaites l'exercice de budgétisation et demandez-vous, est-ce que après avoir enlevé cette traite-là, vous pourrez tenir tout le mois avec la différence? On va peut-être sortir par là. Il faut préparer sa retraite dès le premier jour.
Vous nous faites savoir d'ailleurs qu'il est important de commencer à épargner quand on est étudiant pour faire naître en nous la nécessité ou bien cette volonté ou cette aptitude à toujours penser à conserver un peu à côté. On a 30 ans peut-être aujourd'hui, demain on ne sera plus dans la capacité nécessaire pour continuer un emploi. La retraite n'est pas forcément la fin de la vie. Beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui, lorsqu'ils entendent qu'ils iront à la retraite, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour la plupart. Et pourtant, vivement, je recommande aux étudiants de prendre l'habitude d'épargner. C'est-à-dire, quand les parents vous envoient quelque chose à la fin du mois, prenez l'habitude de garder quelque chose. Et même quand vous entamez votre carrière professionnelle, ne vous alignez pas rapidement sur le niveau de revenus que vous avez. Pendant 2 ans encore, serrez la ceinture. Constituez-vous un matelas financier qui va vous permettre d'acheter votre véhicule sans vous endetter, votre premier véhicule, parce que vous en aurez besoin peut-être pour arriver sur le lieu du travail, qui va vous permettre peut-être d'acquérir votre premier terrain sans vous endetter. Vous allez voir que cette petite réalisation-là même, ça vous fera plaisir de savoir que, mais tiens, j'ai acheté mon premier véhicule, je n'ai pas eu besoin de m'endetter. Et vous n'avez même pas besoin d'une grosse cylindrée au départ. C'est-à-dire, commencez déjà vraiment avec le véhicule qui vous permet d'aller d'un point A à un point B. Oui. Quand vous commencez à travailler à 30 ans, c'est-à-dire que vous avez 30 ans pour jouer la vie, si vous me permettez l'expression. Donc, ne courez pas, vous aurez toute la vie pour le faire. Commencez petit. Et vous allez voir que ces bonnes habitudes que vous avez prises au départ de votre carrière professionnelle, si vous les maintenez, je vous assure que la retraite, ça ne sera pas une mort annoncée, non. Vous allez même l'accueillir plus sereinement parce que vous savez sur quoi vous appuyez. Et je recommande aussi, je dis aussi, la retraite, c'est pas seulement l'aspect financier, c'est même l'aspect social. Il faut socialiser, il faut s'investir sur le plan associatif, garder des relations avec des personnes autour de soi, mener des activités avec d'autres. C'est très important parce que quand vous serez à la retraite, à qui est-ce que vous rendrez visite? Puisque vous êtes au travail de 7h30 à des heures 17, 18, 19h, 20h. Donc, il faut socialiser et il faut également se préparer financièrement. Nous avons fait évocation de quelques grandes lignes de votre livre. Je rappelle qu'il est possible de l'avoir puisqu'il est disponible depuis plusieurs jours maintenant. Memento sur la gestion des finances personnelles des salariés. On imagine bien que dans plusieurs librairies au Cameroun, on peut les avoir en ce moment. Bien sûr, les points de vente, c'est déjà les grandes surfaces, les supermarchés Dove, Santa Lucia, la librairie. Sans publicité, bien sûr. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous laisserai peut-être les contacts. Oui, certainement. Donc, au cas où les auditeurs souhaiteraient avoir l'ouvrage en question, si aujourd'hui, est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous aurez souhaité davantage vous appuyer? Votre livre se termine avec la conclusion qui estime que tout n'a pas été dit et que chacun pourrait trouver après lecture ses astuces. Donc pour vous, le livre, c'est une première partie qui pourrait être complétée? Oui, absolument, parce que après les échanges que j'ai eus déjà depuis hier, j'ai pu recueillir de nouvelles idées, de nouvelles façons peut-être de présenter certaines choses, et peut-être la deuxième édition de l'ouvrage me permettra, sera l'occasion pour moi de les intégrer dans l'ouvrage. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé à la radio. Priscille Fonjoka, le EPS Atangana Bida. Merci d'être passé à la radio. C'est moi qui vous dis merci, monsieur Foucault. Et certainement à la prochaine, avec un deuxième livre. On espère qu'il ne va pas trop durer à arriver. J'espère aussi. Il est déjà en rédaction, je suppose. Non, pas encore. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés sur 428.4 et également sur Royal FM Espace Cameroun. Sachez que l'émission sera disponible sur YouTube, peut-être demain très tôt. Il nous a aidé en face, il est à la mise en onde, il s'appelle Romuald Ekoumem. La régie antenne était assurée par Carole Prudence Tientieux, la coordination centrale Roger Kiek de Kiki, la supervision générale le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Rendez-vous pris pour jeudi prochain avec un autre auteur, un autre sujet. Bonne soirée.